Carole veut un mariage sophistiqué, a expliqué papa. Toutes ses relations d'affaires seront là. Tu ne serais tout simplement pas à ta place. J'ai raccroché. Depuis mon bureau, j'ai envoyé un courriel à ma société d'investissement, retirer tout le capital du groupe Marketing Prestige. Le téléphone de Carole a explosé. L'appel est arrivé un mardi après-midi, pendant que j'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau d'angle surplombant le cœur de Paris. Le nom de papa est apparu sur mon écran et, un bref instant, j'ai envisagé de laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Notre relation s'est étendue depuis des années, réduite à des textos de vœux obligatoires et à de rares déjeuners gênants. Mais j'ai tout de même répondu. « Éléonore, il faut qu'on parle du mariage, » dit-il, sans la moindre salutation. J'ai posé mon stylo. Qu'y a-t-il ? Carole et moi avons discuté de la liste des invités. Il a fait une pause, et je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix, le genre d'hésitation qui précède l'annonce d'une nouvelle que l'on sait blessante. Ses associés d'affaires viennent de tout le pays. Des gens très importants dans le monde du marketing. Des présidents-directeurs généraux, des directeurs artistiques, le genre de personnes qui écoutent, tu sais que l'entreprise de Carole est à un stade de croissance critique. Les premières impressions comptent dans son secteur. Elle a besoin que ce mariage reflète une certaine image. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, le regard perdu sur l'horizon. Dis-le, tout simplement. Nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas. Carole veut que les choses restent chic, sophistiquées. Ses amis sont tous de grands succès, et toi, tu es toujours, il laissa sa phrase en suspens. Toujours quoi ? Tu sais ce que je veux dire, Éléonore. Tu as 32 ans et tu loues un appartement. Tu conduis une Renault Clio vieille de 10 ans. Tu as un vague emploi au gouvernement que tu n'arrives jamais vraiment à expliquer. Les amis de Carole, ses collègues, ils vont se demander pourquoi ma fille n'a pas mieux réussi. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. J'avais entendu des variantes de ce discours toute ma vie d'adulte. Après la mort de maman quand j'avais 19 ans, papa s'était remarié en moins de 2 ans avec une femme nommée Patricia, qui m'avait fait comprendre sans détour que j'étais une déception. Ce mariage a duré 5 ans avant de se terminer par un divorce acrimonieux. Maintenant, à 61 ans, il avait trouvé Carole, de 15 ans sa cadette, ambitieuse, obsédée par l'image, et apparemment embarrassée par mon existence. Tu me désinvites de ton mariage parce que ta fiancée pense que je vais lui donner une mauvaise image, ai-je dit d'un ton neutre. Ne sois pas dramatique. Nous essayons juste de maintenir un certain standing. Tu comprends à quel point c'est important pour la carrière de Carole. Son entreprise, c'est toute sa vie. Ce mariage est essentiellement un événement de réseautage. Ta présence, avec ta situation, soulèverait des questions. Quelle situation ? Éléonore, s'il te plaît. Tu es une adulte. Tu dois comprendre que parfois, nous faisons des sacrifices pour les gens que nous aimons. Carole a besoin que ce mariage soit parfait. Son entreprise, le groupe Marketing Prestige, est sur le point de connaître une expansion majeure. Elle a travaillé incroyablement dur pour bâtir sa réputation. Je te demande de la soutenir. J'ai pensé aux appels hebdomadaires de papa que j'avais reçus au cours des 3 dernières années. Ceux où il mentionnait nonchalamment les difficultés commerciales de Carole. Ceux où il suggérait, presque en passant, que je connaissais peut-être quelqu'un qui pourrait investir. La façon dont sa voix s'était éclaircie quand je lui avais dit que j'avais trouvé quelqu'un prêt à fournir des capitaux. Donc, tu veux que je reste à l'écart de ton mariage, ai-je dit doucement. Le mariage qui a lieu dans 3 semaines. Le mariage pour lequel j'ai déjà acheté une robe. Je te rembourserai la robe. C'est juste comme ça que ça doit être. Les amis de Carole viennent de Londres, Francfort, Milan. Ce sont des gens qui comptent dans son monde. Tu dois comprendre. Je comprends parfaitement, papa. Bien. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet. Tu as toujours été la plus compréhensive, pas comme ton frère l'aurait été. Mon frère l'enfant chéri, Julien, décédé dans un accident de voiture à 24 ans, laissant papa déverser sur moi toutes ses attentes déçues. Le fils qui ne pouvait rien faire de mal, même dans la mort. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. Non, c'est tout. On se rattrapera après la lune de miel. On pourra peut-être déjeuner ou quelque chose comme ça. Papa, félicitations pour le mariage.
J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Pendant un long moment, je suis resté assise en silence, fixant mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et ma messagerie chiffrée. Mes doigts se sont déplacés sur le clavier avec une efficacité experte. marc.dubois@chenedargentcapital.com Objet, action immédiate requise, groupe marketing Prestige Marc, avec effet immédiat, retirez tout le capital du groupe marketing Prestige. Dissolvez le partenariat, activez les clauses de sortie et assurez-vous que tous les fonds sont retournés à notre société holding dans les 48 heures. Je veux récupérer chaque euro. Pas de délai de grâce. Pas de négociation. Éléonore. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai refermé mon ordinateur. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. C'était Marc Dubois, mon gestionnaire d'investissement et l'une des rares personnes à connaître toute l'étendue de mon portefeuille financier. Éléonore, je viens de recevoir votre courriel. Êtes-vous sûr de cela? C'est 2,5 millions d'euros de capital actif. Le groupe Marketing Prestige affichait de solides indicateurs de croissance. Cela va effectivement faire s'effondrer leur plan d'expansion. Ils sont assez lourdement endettés grâce à notre soutien. Sans cela, ils devront, je sais ce que ça va provoquer, Marc. Exécuter le retrait. Il y eut une pause. Marc gérait mes investissements depuis 8 ans. Il savait qu'il ne fallait pas remettre en question mes décisions. Considérez que c'est fait. Les documents seront déposés dans l'heure. Ils recevront la notification avant la fin de la journée. Merci, Marc. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mes rapports trimestriels, comme si de rien n'était. L'histoire de la façon dont je suis devenu assez riche pour retirer nonchalamment 2,5 millions d'euros n'est pas particulièrement dramatique. Il n'y a eu ni gain au loto, ni héritage d'un parent éloigné, ni investissement chanceux dans les crypto-monnaies. C'était simplement une question d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes compétences. Après la mort de maman, je m'étais jeté à corps perdu dans mes études, informatique et mathématiques appliquées à l'école polytechnique, financées par des bourses et la modeste assurance vie de maman. Papa avait été trop absorbé par sa nouvelle femme, Patricia, pour prêter beaucoup d'attention à mes réussites académiques. Il n'a certainement pas remarqué quand j'ai été diplômé avec la mention très bien ou quand j'ai été recruté par un prestataire spécialisé pour le ministère de la Défense. Le travail était classifié. Même aujourd'hui, je ne peux pas discuter des détails, mais je peux dire que je suis devenu très doué pour identifier des schémas dans des systèmes de données complexes. Et je peux dire que l'étape est extrêmement bien pour certains types d'expertise, surtout quand cette expertise aide à prévenir des problèmes plutôt importants et coûteux. À 25 ans, je gagnais plus que la plupart des cadres supérieurs. À 28 ans, j'avais économisé assez pour commencer à faire des investissements stratégiques via un réseau de sociétés holding et de fiducie. À 30 ans, mon portefeuille valait 43 millions d'euros. Maintenant, à 32 ans, ma fortune s'élevait à plus de 165 millions d'euros. Je louais toujours mon appartement parce que j'aimais l'immeuble et ne voyais aucune raison de m'occuper de l'entretien d'une propriété. Je conduisais toujours ma Renault Clio parce qu'elle était fiable et que je n'avais aucun désir d'attirer l'attention. Je travaillais toujours pour le gouvernement parce que je trouvais le travail intellectuellement satisfaisant et qu'il me donnait un but au-delà de la simple accumulation de richesses. Ma famille ignorait tout de cela. Pour papa, j'étais toujours Éléonore la déception. Éléonore qui n'arrivait jamais à la cheville du souvenir de Julien. Éléonore qui avait un travail de bureau ennuyeux au gouvernement et qui ne ferait probablement jamais rien de sa vie. J'avais envisagé de lui dire la vérité 1 millier de fois. Mais après Patricia, après l'avoir vu choisir le confort d'une nouvelle épouse au détriment des sentiments de sa propre fille, j'ai décidé que certaines choses étaient mieux gardées secrètes. Je ne cachais pas mon succès par honte, je le cachais comme un test. Papa m'aimerait-il pour qui j'étais, ou ne m'apprécierait-il que pour ce que j'avais? Avec Carole, j'avais eu ma réponse. Il y a 3 ans, quand papa avait commencé à la fréquenter, il était pratiquement euphorique. Carole était brillante, séduisante, ambitieuse, tout ce que Patricia n'avait pas été. Il nous avait présenté lors d'un dîner inconfortable où Carole avait passé la plupart de la soirée à citer les noms de ses clients et à discuter de la trajectoire de croissance de son entreprise. Nous sommes vraiment à un moment charnière, avait-elle dit en faisant tourner son vin. Si seulement nous pouvions obtenir le bon investisseur, quelqu'un prêt à engager un capital réel, nous pourrions nous étendre sur 3 nouveaux marchés en 1 an. Elle m'avait regardé avec attente,
comme si je pouvais soudainement sortir un ami riche de mon sac à main. Cela semble passionnant, avais-je dit d'un ton neutre. Papa était intervenu. Éléonore, tu travailles dans les marchés publics, n'est-ce pas? Tu ne rencontres jamais de gens qui ont de l'argent? Le genre qui pourrait être intéressé par un investissement? J'avais pris une gorgée d'eau. Je connais peut-être quelqu'un. Ce quelqu'un, bien sûr, c'était moi. Par l'intermédiaire d'une de mes sociétés holding, j'avais structuré un investissement de 2,5 millions d'euros dans le groupe Marketing Prestige. Les conditions étaient favorables à Carole, généreuse même, faible taux d'intérêt, modalité de remboursement flexible, exigence de surveillance minimale. Papa avait été ravi quand je lui avais dit que j'avais trouvé un investisseur prêt à soutenir l'expansion de Carole. Il m'avait serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. Carole s'était montrée exubérante dans sa gratitude, bien qu'elle n'ait jamais pris la peine de poser trop de questions sur l'origine de l'argent. L'investissement avait été rentable. Carole était douée dans son domaine, même si elle était insupportable en tant que personne. Le groupe Marketing Prestige avait considérablement grandi au cours des 3 dernières années, ouvrant des bureaux à Lyon et Marseille et doublant sa liste de clients. Mais les affaires sont les affaires, et la famille est la famille. Et parfois, ces deux choses ne peuvent pas coexister. Le premier domino est tombé à 16h47. Mon téléphone a vibré avec un texto de papa. Éléonore, as-tu dit quelque chose à l'investisseur de Carole? Elle vient de recevoir un appel et elle perd la tête. Je n'ai pas répondu. À 17h15, un autre texto, ce n'est pas drôle. L'entreprise de Carole est en grande difficulté. Son bailleur de fonds se retire. Sais-tu quelque chose à ce sujet? J'ai mis sa conversation en sourdine. À 18h30, le téléphone de mon bureau a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même. Éléonore Lambert. Une voix de femme, tendue par une panique à peine maîtrisée. Ici Carole Fournier, la fiancée de votre père. Il faut qu'on parle. Maintenant. À propos de quoi? Ne jouez pas à des jeux avec moi. Mon directeur financier vient de recevoir un avis indiquant que notre principal investisseur retire 2,5 millions d'euros de capital actif. Avec effet immédiat. Nous nous démenons pour comprendre comment cela a pu se produire et qui a approuvé cela. Votre père semble penser que vous pourriez savoir quelque chose. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant le soleil se coucher sur les toits de Paris. Pourquoi saurais-je quoi que ce soit sur vos arrangements commerciaux, Carole? Parce que c'est vous qui avez trouvé l'investisseur il y a 3 ans. Vous nous avez mis en contact. Vous devez savoir qui ils sont. Je connaissais quelqu'un qui était intéressé par un investissement. C'est tout. C'est tout? Sa voix monta brusquement. C'est tout? Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Ce retrait va torpiller notre expansion. Nous nous sommes déjà engagés dans de nouveaux baux de bureaux, avons embauché du personnel, signé des contrats avec des clients en comptant sur ce capital. Sans lui, nous allons, elle s'arrêta brusquement. J'ai besoin que vous contactiez cet investisseur. Dites-leur qu'il y a eu une erreur. Dites-leur que nous renégocierons les conditions si nécessaire. Je ne pense pas qu'il soit intéressé par des négociations. Vous ne pensez pas? Éléonore, c'est de mon entreprise que nous parlons. Le travail de ma vie. Vous devez arranger ça. Je n'ai rien à faire du tout, Carole. Un silence s'installa entre nous. Quand elle reprit la parole, sa voix était glaciale. C'est à cause du mariage, n'est-ce pas? Vous faites ça parce qu'on vous a désinvité. C'est une théorie intéressante. Espèce de petite peste mesquine et vengeresse, elle se ressaisit. Votre père avait raison à votre sujet. Il a dit que vous n'aviez jamais rien accompli, et maintenant je vois pourquoi. Vous démolissez les autres parce que vous ne pouvez rien construire vous-même. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. Y a-t-il autre chose, Carole? Vous allez le regretter. Quand mon avocat découvrira qui est cet investisseur, quand nous remonterons la piste de ses fonds, vous souhaiterez ne jamais, j'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Le numéro de papa. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis le numéro de Carole. Messagerie vocale. Papa de nouveau. Messagerie vocale. Finalement,
J'ai éteint mon téléphone, j'ai rangé ma mallette et je suis rentré chez moi. Les messages vocaux se sont accumulés pendant la nuit. Au matin, j'avais 17 messages. Je les ai écoutés en buvant mon café dans mon appartement, chacun plus désespéré que le précédent. Premier message de papa, Éléonore, s'il te plaît, rappelle-moi. Carole est hors d'elle. Quoi qu'il se passe avec son investisseur, nous devons trouver une solution. Elle parle de reporter le mariage. Son troisième message, je ne comprends pas ce qui se passe. L'avocat de Carole dit que l'investissement a été structuré par une entité appelée Chaîne d'Argent Capital. Ce nom ne me dit rien. Éléonore, si tu connais ces gens, s'il te plaît, aide-nous. Son septième message, Carole m'a montré l'avis de retrait. Il est signé par un certain Marc Dubois. Le connais-tu? Éléonore, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ce mariage est dans 3 semaines. L'entreprise de Carole est en train de s'effondrer. J'ai besoin que tu m'aides à arranger ça. Son 15e message, horodaté à 2h47 du matin, je sais que tu es en colère à propos de l'invitation au mariage. Je comprends, mais c'est plus grave que ça. Carole a travaillé toute sa vie d'adulte pour bâtir cette entreprise. Tu ne peux pas la laisser s'effondrer à cause d'un désaccord familial. Ce n'est pas toi. J'ai supprimé tous les messages et je suis parti travailler. Les 2 jours suivants se sont écoulés dans un flot de tentatives de contact de plus en plus frénétiques. Papa s'est présenté à mon immeuble, mais le concierge l'a renvoyé lorsque je lui ai indiqué que je ne recevais pas de visiteurs. Carole a essayé de me joindre par mon courriel professionnel, que j'ai bloqué. La sœur de papa, ma tante Michel, a appelé pour me faire la morale sur la loyauté familiale. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et ton père, a-t-elle dit, mais Carole est un dommage collatéral ici. Son entreprise ne mérite pas d'être détruite à cause d'une querelle de famille. Je suis d'accord, ai-je dit. Les entreprises ne devraient pas être détruites à cause de problèmes familiaux. Les gens ne devraient pas non plus être désinvités des mariages parce qu'ils sont considérés comme une source d'embarras. Attends, ils t'ont désinvité du mariage. Demande à papa. J'ai raccroché. Au 4e jour, l'histoire s'était apparemment répandue dans toute la famille. Mon téléphone s'est illuminé d'appels de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous voulant savoir ce qui s'était passé et pourquoi je sabotais l'entreprise de Carole. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, aucun d'entre eux ne s'était soucié de ma vie, de mes réussites ou de mes sentiments. Maintenant, soudainement, j'étais assez importante pour mériter une intervention familiale à grande échelle. Le 5e jour, tout a changé. J'étais en réunion avec mon équipe gouvernementale quand mon téléphone portable personnel a vibré avec un texto de Marc. Votre père et Carole viennent d'arriver dans les bureaux de Chaîne d'Argent. La sécurité les a dans le hall. Ils exigent de rencontrer l'investisseur principal du groupe Marketing Prestige. Que voulez-vous que je fasse? Je me suis excusé auprès de mes collègues et je l'ai appelé. Comment ont-ils trouvé le bureau, ai-je demandé. L'avis de retrait portait notre adresse professionnelle. Ils ont engagé un détective privé qui a retracé la structure des sociétés à responsabilité limitée. Ils menacent d'intenter une action en justice si nous ne les rencontrons pas. J'ai regardé ma montre. 14h30. Je serai là dans 20 minutes. Ne faites rien avant mon arrivée. Vous venez ici? Il est temps de mettre fin à tout ça, Marc. J'ai attrapé ma mallette et j'ai quitté le bâtiment. Chaîne d'Argent Capital occupait le 42e étage d'une tour de verre dans le quartier de la Défense. Les bureaux étaient sobres mais élégants, bois sombre, meubles en cuir, baies vitrées offrant une vue sur la Seine. C'était le genre d'endroit qui murmurait l'argent plutôt que de le crier. En sortant de l'ascenseur, j'ai pu entendre la voix de Carole résonner dans le hall en marbre. C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement refuser de nous rencontrer. Nous avons une relation contractuelle avec votre cabinet. Nous avons des droits. L'agent de sécurité se tenait impassible près du bureau de la réception. Madame, comme je l'ai expliqué, aucun membre de notre équipe d'investissement n'est disponible sans rendez-vous. Alors obtenez-nous un rendez-vous. Aujourd'hui. Tout de suite. Papa se tenait à côté d'elle, l'air plus vieux et plus fatigué que jamais. Il portait un costume légèrement froissé et sa cravate était de travers. Il m'a remarqué avant Carole. Éléonore, clignatait-il des yeux, confus.
Qu'est-ce que tu fais ici? Carole se retourna brusquement. Tu nous as suivis? Comment as-tu? Je travaille ici, ai-je dit simplement. Le hall est devenu silencieux. Tu travailles ici, répéta lentement papa. Dans une société d'investissement? Pas exactement. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité. Merci, David. Je m'en occupe à partir de maintenant. Je suis passé devant eux en direction de la porte sécurisée menant aux bureaux principaux. J'ai pressé ma paume contre le scanner biométrique, et la serrure s'est désengagée avec un léger clic. Éléonore, attends, dit papa. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi es-tu? J'ai tenu la porte ouverte. Voulez-vous entrer pour discuter, ou préférez-vous continuer à crier dans le hall? Ils m'ont suivi à travers la porte, le long d'un couloir bordé de bureaux jusqu'à la suite d'angle au bout. La plaque à côté de la porte indiquait « Éléonore Lambert, associée principale ». Carole l'a vue en premier. Son visage est devenu blanc. Ce n'est pas possible. J'ai déverrouillé la porte et leur ai fait signe d'entrée. Mon bureau était plus grand que mon appartement. Un mur était entièrement vitré, offrant une vue imprenable sur l'horizon parisien et la Seine au-delà. Les autres murs arboraient des diplômes encadrés, mes diplômes de l'école polytechnique, plusieurs distinctions d'agences gouvernementales dont des parties étaient masquées pour des raisons de classification de sécurité, et un article du magazine Challenge, les 30 de moins de 30 ans, d'il y a 2 ans que papa n'avait apparemment jamais vu. Sur mon bureau se trouvait une seule photographie, maman, souriant, datant de l'année précédant sa mort. Papa se tenait sur le seuil, abasourdi. Je ne Éléonore, je ne comprends pas. Assieds-toi, papa. Toi aussi, Carole. Ils se sont affalés dans les chaises en face de mon bureau comme des somnambules. Je suis resté debout, ma silhouette se découpant contre la fenêtre. Il y a 3 ans, commençais-je, papa a mentionné que Carole avait besoin d'un investisseur pour l'expansion de son entreprise. J'ai accepté d'aider. Par l'intermédiaire de ce cabinet, à travers une structure de société à responsabilité limitée et de société holding, j'ai personnellement investi 2,5 millions d'euros dans le groupe Marketing Prestige. La bouche de Carole s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les conditions étaient généreuses, taux d'intérêt minimal, remboursement flexible, presque aucune surveillance opérationnelle. Je voulais que l'entreprise réussisse. Je voulais que tu sois heureux, papa. Toi. Il secoua la tête. Mais comment? Tu es une employée du gouvernement. Tu conduis une Renault Clio. Tu loues un appartement. Où aurais-tu trouvé 2,5 millions d'euros? Je fais du travail de consultation spécialisé depuis l'âge de 23 ans. Mes compétences particulières sont précieuses pour certaines agences. Très précieuses. Au fil des ans, j'ai investi judicieusement. Ce cabinet gère mon portefeuille, ainsi que plusieurs autres. Actifs sous gestion actuelle, environ 165 millions d'euros. Ma fortune personnelle se situe dans la même fourchette. Le silence qui suivit fut absolu. Carole retrouva sa voix la première. Vous mentez. C'est une sorte d'arnaque. Vous ne valez pas 165 millions d'euros. C'est impossible. J'ai ouvert un tiroir de bureau et j'en ai sorti un portefeuille en cuir. J'en ai extrait plusieurs documents que j'ai posés sur le bureau. Des relevés bancaires de 3 institutions différentes. Des résumés d'investissement. Des titres de propriété. Oui, au pluriel. Je possède 4 propriétés dans 3 régions que je loue. Des portefeuilles d'actions. Des résumés de contrats gouvernementaux, masqués pour la classification mais montrant les montants des paiements. Papa tendit une main tremblante vers les papiers. Ses yeux parcouraient les chiffres, incrédules. C'est réel, murmura-t-il. C'est vraiment réel. C'est réel, papa. Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que je voulais savoir si tu m'aimerais pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. J'ai croisé son regard. Et j'ai eu ma réponse mardi, quand tu as appelé pour me désinviter de ton mariage. Les mots ont atterri comme un coup physique. Papa a tressailli. Éléonore, ce n'était pas, je ne le pensais pas comme ça. Tu as dit que Carole voulait que les choses restent chic, que ses amis d'affaires se demanderaient pourquoi ta fille n'avait pas mieux réussi.
Tu as dit que je soulèverais des questions à cause de ma situation. J'essayais de protéger la réputation de Carole. Son entreprise était tout pour elle. Son entreprise que je finançais. Ma voix est restée calme, mais chaque mot était précis, chirurgical. L'entreprise qui n'existerait pas sous sa forme actuelle sans mon argent. L'expansion à Lyon et Marseille? Mon capital. Les rénovations des nouveaux bureaux? Mon capital. La campagne de marketing qui a décroché 3 clients du CAC 40? Mon capital. Le teint de Carole était passé du blanc au gris. Vous ne pouvez pas retirer cet investissement. Nous avons un contrat. Nous avons des droits. J'ai pris un autre document sur mon bureau. En fait, selon la section 14.3 de notre accord d'investissement, je peux retirer les fonds immédiatement si certaines conditions sont remplies. Spécifiquement, s'il y a un changement important dans la relation commerciale ou si je détermine que la poursuite de l'investissement ne correspond plus à la stratégie de mon portefeuille. C'est une argutie juridique, lança Carole. Aucun tribunal n'importe quel tribunal le confirmera. Mes avocats ont rédigé ce contrat. Vos avocats l'ont signé. Vous étiez si excité d'obtenir le financement que vous avez à peine lu les termes. Papa se leva brusquement. Éléonore, s'il te plaît. Parlons-en rationnellement. L'invitation au mariage, nous pouvons changer ça. Tu peux venir. Bien sûr, tu peux venir. Je n'ai plus envie de venir, papa. Alors, que veux-tu? De l'argent? Nous pouvons te rembourser l'investissement au fil du temps. Nous allons restructurer. Je ne veux pas de ton argent. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la ville. Je voulais un père qui m'apprécie. Je voulais être invité à son mariage, non pas parce que je suis secrètement riche, mais parce que je suis sa fille. Je voulais compter. Tu comptes. La voix de papa se brisa. Éléonore, tu as toujours compté. Je me suis retourné pour lui faire face. Vraiment? Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment allait ma vie, mon travail, mon bonheur? Tu n'as appelé que lorsque tu avais besoin de quelque chose. Quand Carole avait besoin d'un investisseur. Quand tu voulais des conseils sur le règlement du divorce de Patricia. Quand tu avais besoin de quelqu'un pour écouter tes problèmes. Ce n'est pas juste. J'ai dû gérer beaucoup de choses. Le divorce, reconstruire ma vie, trouver Carole, et moi, j'ai bâti un empire. Seul. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu. Sais-tu ce que c'est que de réaliser quelque chose de remarquable et de n'avoir personne avec qui le partager? De gagner son premier million et de réaliser que le dire à son seul parent vivant ne ferait que changer son regard sur vous? Pas en mieux, juste différemment. Tu aurais dû me le dire, dit doucement papa. Je suis ton père. Je méritais de savoir. Vraiment? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Serais-tu soudainement devenu intéressé par ma vie? Ou aurais-tu simplement commencé à demander de l'argent? La question resta en suspens, sans réponse. Carole se leva, son sang-froid finissant par voler en éclats. C'est insensé. Vous punissez toute une entreprise, des gens qui dépendent de leur emploi, parce que vos sentiments ont été blessés. Je retire mon investissement d'une entreprise dont la propriétaire me considère publiquement comme une source d'embarras. Ce n'est pas une punition. C'est simplement du bon sens commercial. Vous me détruisez. Comprenez-vous cela? Sans ce capital, je devrais licencier 30 personnes. Je devrais annuler des contrats. Ma réputation dans le secteur sera ruinée. Votre réputation était plus importante que mes sentiments quand vous avez décidé que je n'étais pas assez chic pour votre mariage, ai-je dit calmement. J'applique simplement la même logique. Éléonore, s'il te plaît. Papa s'avança vers moi. Je sais que j'ai été un père terrible. Je sais que je t'ai déçu plus de fois que je ne peux compter. Mais ne fais pas ça à Carole. Elle ne mérite pas ça. Est-ce que je méritais d'être désinvité du mariage de mon père? Non. Non, tu ne le méritais pas. Tu méritais mieux. Tu as toujours mérité mieux, et je t'ai laissé tomber. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Après la mort de ta mère, je me suis effondré. Je sais que je l'ai fait.
J'étais tellement perdu dans mon propre chagrin que j'ai oublié que tu étais en deuil, toi aussi. Et puis Patricia, et tout le drame avec ce mariage, et j'ai juste je t'ai laissé t'éloigner. J'ai laissé passer des années sans vraiment te voir. Et maintenant? Maintenant tu me vois parce que j'ai de l'argent. Maintenant, je te vois parce que je regarde enfin. Vraiment. Et ce que je vois, c'est une femme incroyable qui a tout accompli seule, sans aucune aide de ma part. Je vois quelqu'un de fort, de brillant et de réussi, et je réalise que je n'y suis pour rien. Tu as fait ça toute seule, Éléonore. Et au lieu d'être fier, au lieu de te célébrer, il s'effondra complètement. Je t'ai dit de ne pas venir à mon mariage. Je suis resté très immobile, regardant mon père pleurer. Quelque part en moi, quelque chose a changé. Pas le pardon, exactement, mais quelque chose de plus doux que la colère froide que j'avais portée. L'argent est retiré, dis-je doucement. Cette décision est maintenue. Mais, Carole, je vous donne 30 jours pour trouver un financement alternatif. Je demanderai à Marc de préparer un prêt relais à des conditions raisonnables pour couvrir vos obligations immédiates. Après 30 jours, vous serez seul. Carole s'affaissa de soulagement. Merci. Merci, je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour vos employés, qui ne méritent pas de souffrir à cause de cette situation. Je me suis tourné vers papa. Quant au mariage, je pensais ce que j'ai dit. Je ne viendrai pas. Je comprends. Il essuya ses yeux. Éléonore, je sais que je ne peux pas tout réparer avec une seule conversation, mais je veux essayer. Je veux être un vrai père pour toi, si tu me laisses faire. Cela va prendre du temps, papa. Beaucoup de temps. Je sais. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Ils ont quitté mon bureau 20 minutes plus tard avec une reconnaissance de dette pour un prêt relais et les noms de 3 investisseurs alternatifs potentiels que Marc avait identifiés. L'entreprise de Carole survivrait, même s'il lui faudrait des années pour retrouver la même trajectoire de croissance. Le mariage a été reporté. Papa l'a annulé complètement 2 semaines plus tard. Ça ne me semblait pas juste, m'a-t-il dit dans un message vocal. Se marier alors que ma relation avec ma fille est brisée. Carole a compris. Nous sommes toujours fiancés, mais nous attendons, nous prenons le temps de régler les choses. Tante Michel a appelé pour s'excuser. Apparemment, papa avait raconté à toute la famille ce qui s'était passé. Plusieurs autres parents ont pris contact, certains pour s'excuser, d'autres simplement curieux de mon succès. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. 3 mois plus tard, papa a commencé à se présenter devant mon immeuble tous les dimanches matins avec du café et des croissants. Il n'est jamais monté, n'a jamais insisté. Il se tenait simplement dans le hall jusqu'à ce que je descende, me tendait un café et me demandait si je voulais faire une promenade. Les 2 premiers dimanches, j'ai pris le café et je suis remonté sans un mot. Le 3e dimanche, j'ai marché avec lui pendant 10 minutes. Le 4e dimanche, nous avons marché pendant une demi-heure et avons parlé de maman. Vraiment parlé, pour la première fois depuis sa mort. Au 6e dimanche, c'était devenu une routine. Cela fait maintenant 8 mois. Papa et moi prenons un café tous les dimanches. Nous parlons de travail. Il comprend enfin ce que je fais, ou du moins ce que je peux lui en dire, compte tenu des classifications. Nous parlons de maman et de Julien et de toutes les années que nous avons perdues. Nous parlons de Carole, qui a rompu leur fiançailles après avoir réalisé que les priorités de papa avaient changé. Elle a dit que je te choisissais plutôt qu'elle, m'a dit papa un dimanche, et elle avait raison. C'était le cas. J'aurais dû te choisir il y a 13 ans. Tout n'est pas réparé entre nous. 13 ans de distance et de déception ne peuvent pas être guéris en 8 mois, mais nous essayons. C'est déjà quelque chose. La semaine dernière, papa m'a demandé si je voulais dîner avec lui le jour de ce qui aurait été l'anniversaire de maman. Nous sommes allés à son restaurant préféré, celui qui avait fermé il y a des années et rouvert sous une nouvelle direction. Nous avons commandé son plat préféré, raconté des histoires, ri et pleuré. À la fin de la soirée, alors que nous nous tenions devant le restaurant, papa m'a serré dans ses bras une vraie étreinte, forte et longue, le genre que je n'avais pas eu depuis que j'étais enfant. Je suis si fier de toi, Éléonore, a-t-il murmuré. Ta mère serait si fière. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le dire. Je l'ai serré en retour. Je sais, papa.
Je sais. Je loue toujours mon appartement. Je conduis toujours ma Renault Clio. Je travaille toujours pour le gouvernement. Mais maintenant, quand papa appelle, ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose. C'est juste pour parler, pour me demander comment s'est passée ma journée, pour me raconter la sienne. Le mois dernier, il m'a demandé si j'accepterais de rencontrer quelqu'un qu'il avait commencé à voir. Elle s'appelle Linda. C'est une enseignante à la retraite. Pas d'empire commercial, pas d'ascension sociale, juste une femme gentille qui me fait rire. J'aimerais que tu la rencontres. Seulement si tu es à l'aise. J'ai rencontré Linda la semaine dernière. Elle ne ressemble en rien à Patricia ou à Carole. Elle m'a posé des questions sur mon travail, m'a écouté quand j'ai répondu, et ne m'a pas une seule fois traité comme une déception ou un distributeur de billets. Quand papa a mentionné que j'étais allé à Polytechnique, elle a souri et a dit « Vous devez tenir votre intelligence de votre mère. Votre père est brillant à sa manière, mais il serait incapable de programmer un micro-ondes. » Papa a ri. Un vrai rire. Le genre que je n'avais pas entendu depuis avant la mort de maman. J'apprends encore à lui faire confiance. Certaines blessures mettent des années à guérir, et certaines cicatrices ne s'effacent jamais complètement. Mais chaque dimanche matin, quand je le vois attendre dans mon hall avec un café et cette expression pleine d'espoir sur son visage, je me souviens que les gens peuvent changer.